Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de la bourse Smart Up avec un entretien exclusif d'un ancien boursier, promotion 2024. Donc, si tu vois cette vidéo pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager pour ne rien manquer. Donc, nous invitons Christian. Bonjour Christian. Bonjour Idriss. Tu es boursier Smart Up, promotion 2024. Oui, effectivement. Ok. Et merci d'avoir accepté notre entretien pour partager avec nos abonnés ton expérience avant, pendant et après la bourse. Bon, le plaisir est partagé. D'accord. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter et donner un peu ton expérience et faire ton parcours avant de candidater à la bourse ce matin? Ok. Moi, c'est Félix Christian Junior. Actuellement, je suis en master de ingénierie physique des énergies à l'université Paris-Cité et boursier Smartop pour l'année académique, pour l'année académique 2024-2025. Avant de Avant de postuler à la bourse Matop, j'ai effectué mes études supérieures à l'université Yaoundé 1 au Cameroun, pays dont je suis originaire. Donc, j'ai eu une licence en physique, option électronique, puis j'ai eu un master 1 dans la même option en électronique. C'est après mon master 1 que je décide de candidater pour la bourse Smartop de l'université Paris-Cité pour le master physique fondamentale et application, parcours physique appliqué. C'est un peu D'accord. ça, de façon générale. Excellent. Et comment as-tu connu la bourse ce matin? Euh, Comment est-ce que j'ai connu? En fait, pour la bourse Matop, je l'ai connu plus à travers mes recherches personnelles. C'était durant les vacances juste après l'année de master 1. Donc, c'est vraiment à travers mes recherches. Je cherchais en fait les opportunités, en fait, les bourses en fait accessibles aux étudiants étrangers en France. Du coup, c'est là que je tombe sur le programme de bourse Smartop et bon, je me dis que ça peut être une piste pour moi. Dès lors que les candidatures s'ouvrent en décembre, c'est dès lors qu'on lance l'appel des candidatures maintenant que je me rappelle que j'étais déjà tombé sur une pareille bourse et j'ai décidé d'y candidater maintenant. Parfait. Donc, c'est en tombant, c'est en naviguant sur Internet que tu as connu la bourse ce matin. Oui, oui. Bon, j'avais plusieurs sites de recherche, bon, en principe, il y a plusieurs bourses de recherche, il y a plusieurs sites, en fait, de recherche, des bourses pour les étudiants internationaux, donc, c'était juste pendant mes recherches. OK. Et quel était ton profil pendant que tu candidatais? Je comprends pas trop, qu'est-ce que tu veux dire en termes de profil? Euh, En fait, bon, comment, comment candidater à la bourse? Ah, ok, ok. Déjà, déjà, en ce qui concerne la bourse Matop, l'appel de candidature ces dernières années ont toujours été entre le 1er décembre et les 2 premières semaines de janvier de l'année qui suit. Donc, c'est le moment où les candidats peuvent postuler à la bourse. Bien avant ça, quand même, le site propose, fournir en fait tout candidat chaque année la liste des documents à fournir pour pouvoir candidater à la bourse. Donc, c'est sur le site. Bon, je pense que tu pourras partager le site en question. J'ai pas exactement le nom du lien en fait, mais je pense que c'est Boost Smart Top Mobility, un truc comme ça. Donc, c'est sur ce site en fait que on a les informations par rapport au programme de bourse de chaque année et on a la liste des formations qui sont accessibles à la bourse. Maintenant, le site nous donne en fait l'ensemble des masters qui sont accessibles à la bourse. Déjà, euh, le nombre de masters est assez énorme
parce qu'il y a plusieurs graduate schools. Les graduate schools, en fait, sont les départements on peut dire des départements de l'université, en fait, qui rassemblent chaque département rassemble plusieurs formations. Et chaque graduate school présente plusieurs masters, en fait, à la bourse. Donc, déjà, pour pouvoir candidater à la bourse Smartop, il faut déjà se rassurer que le programme, le master, en fait, que tu choisis est dans l'une des graduate schools avant de te lancer pour ta candidature. Et les candidatures se font via toujours le même site. Juste que ce n'est que pendant la période de candidature, c'est-à-dire entre décembre et janvier, que les candidats peuvent créer leur dossier et renseigner les différentes informations concernant le dossier de candidature. Et ces mêmes informations, en fait, sont toujours renseignées sur le site. Je pense que généralement, il y a chaque année, il y a un PDF, en fait, qui est actualisé donnant la liste des masters accessibles et des pièces à fournir en fait pour pouvoir candidater à la bourse, ainsi que les les dates limites en fait par rapport à cela. Et il faudra juste noter que la liste des masters est actualisée chaque année. Donc, un étudiant, par exemple, qui a consulté la liste l'année dernière, pour l'appel de bourse de l'année académique 2025-2026, cette liste est assez différente de celle pour l'appel de bourse pour l'année académique 2026-2027. Donc, il faudra vraiment à chaque année euh, regarder vraiment les programmes qui sont financés l'année en question. Mais les listes changent un peu, ne changent pas de façon très grande. Donc, les programmes en fait peuvent être rajoutés comme les programmes peuvent être retirés. Donc, il est vraiment important chaque année de consulter en fait les programmes auxquels on pourra candidater. D'accord. Et pour candidater, on a passé par Campus France. Bon, c'est une question qui revient un peu de façon générale, mais moi je dirais, d'après ma propre expérience, je dirais que passer par Campus France, ce n'est pas obligatoire. Passer par Campus France n'est pas obligatoire parce que la sélection des candidats pour la bourse, c'est pas en fait le même processus que la sélection des candidats sur la plateforme Campus France. Déjà, euh, je vais prendre par exemple l'ensemble des formations qui sont proposées par la bourse. Il y a des formations qui sont déjà l'université, c'est plusieurs écoles, une faculté de médecine, une faculté des sciences, des écoles d'ingénieurs. Donc, et par exemple, chaque école propose des formations à la bourse Smartop. Si on prend par exemple le cas des écoles d'ingénieurs, l'admission dans les écoles d'ingénieurs ne se fait pas par Campus France, en principe. Or, les écoles d'ingénieurs proposent des formations accessibles par bourse. Donc, s'il faut déjà regarder à ce niveau-là, tu vois en fait que si tu veux candidater à la bourse, tu ne vas pas forcément trouver ta formation sur Campus France parce qu'elle est proposée par une école d'ingénieurs. Ce qui n'est pas par exemple le cas pour une formation qui est proposée à l'université, un master par exemple qui est accessible à tout le monde. Donc, je dirais en fait que c'est pas, c'est pas obligatoire de passer par Campus France. Et même d'après mon expérience professionnelle, j'ai eu à voir des candidats ils ont eu à candidater à la bourse, ils ont obtenu la bourse avant de venir à Campus France, signalant en fait qu'ils ont obtenu telle bourse et Campus France, et ils ont juste continué la procédure Campus France de façon normale. Parce que déjà, la procédure Campus France est indispensable pour pouvoir étudier en France. Donc, ce qui est là, c'est que pour un étudiant qui passe par Campus France, il faut noter qu'il pourra avoir l'admission à la formation et ne pas forcément avoir la bourse. Mais un étudiant D'accord. qui candidate directement à la bourse, par exemple, qui ne va passer par Campus France, là, il peut avoir la bourse comme il peut ne pas avoir. Mais s'il a la bourse, il aura automatiquement en fait l'admission à la formation pour laquelle il candidate. D'accord. Et donc, si je comprends bien, donc, pour une personne qui est candidate dès le début sans passer par Campus France, après avoir été sélectionné pour la bourse, pourrait terminer sa procédure Campus France. Oui, Ah, super. effectivement. Super. Et quels sont les dossiers à fournir pour candidater à la bourse Smartop?
Comme document à fournir généralement, on demande un CV. Bon, je vais dire par rapport à ce qui est actuellement. En fonction des années, ça peut changer. Donc, il ne faudrait pas être figé sur mon commentaire. Il faudrait vraiment à chaque fois aller sur le site, regarder l'appel à la candidature et regarder les documents actuels qu'on demande. Mais sinon, de façon générale, c'est un CV, une lettre de motivation. En principe, c'est généralement, je pense, minimum deux lettres de recommandation, un projet de recherche et l'ensemble de ces relevés de notes. Post-bac, c'est-à-dire toutes les années après le bac, en fait, jusqu'à ce que tu fais actuellement. En plus de ça, bon, si vous avez certaines distinctions, vous pouvez ajouter sur la plateforme, mais c'est pas obligatoire, en fait. Euh, de façon générale, c'est un peu ça qu'on demande comme document à fournir. Les lettres de recommandation, c'est par écrit ou bien c'est l'enseignant qui envoie. Ah, et pour les lettres de recommandation, c'est l'étudiant même qui dépose sa lettre de recommandation sur le site. C'est-à-dire, euh, il pense qu'il renseigne juste les coordonnées de la personne qui écrit la lettre de recommandation et après, euh, dès que son référent, en fait, c'est-à-dire la personne qui lui a fait la lettre de recommandation a fini de rédiger, c'est l'étudiant, en fait, qui va venir déposer maintenant la lettre sur le site. Donc, il faudrait au préalable créer un compte SmartUp où tu as déposé ta candidature. Effectivement, le site en question propose, c'est vrai qu'avant les périodes de candidature, les étudiants n'ont pas la possibilité de créer leur compte. Mais pour pouvoir candidater, en fait, les dossiers sont envoyés via son compte personnel qui est créé sur le site en question. Et un étudiant ne peut faire qu'une seule candidature pour un seul master. Et ce n'est que via cette plateforme, en fait, qu'on peut déposer les candidatures. Je pense bien que on mentionne effectivement que aucune candidature, en fait, envoyée hormis cette plateforme, en fait, ne peut être prise en compte. D'accord. Est-ce que tu peux donner, du point de vue personnel, ton conseil concernant un CV et une lettre de motivation? Ah, ok. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les CV varient vraiment en fonction de... Un CV, en fait, n'est pas... Un CV, les CV, généralement, ne sont pas figés. Il faut vraiment faire attention à ce pourquoi tu es en train de candidater. Ainsi, par exemple, un étudiant qui candidate pour une offre d'emploi et un étudiant qui candidate pour un programme de bourse académique, bien sûr. Le CV, en fait, n'est pas structuré de la même façon. Déjà, si on prend le cas de... S'il faut regarder les deux, quelqu'un qui candidate, par exemple, pour un emploi, met un accent, en fait, plus sur ses expériences professionnelles, ses expériences dans la vie active, et non, ne met pas forcément l'accent sur son parcours académique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les programmes de bourse qui visent, en fait, l'excellence du point de vue d'abord académique, où il faut vraiment là mettre un paquet, un accent vraiment sur ses formations, si possible même au-delà des formations, un détail sur le contenu en fait des formations de chaque année. Donc, s'il faut regarder dans ce cadre-là, pour un bon CV, je me dis toujours qu'il devrait, bon, la photo est facultative et je ne dirais pas qu'il faudrait mettre sa photo, faut pas mettre sa photo, mais si on décide de mettre une photo, vraiment mettre une photo assez professionnelle. C'est déjà, on donne les règles pour les photos, pas de selfie, pas de photos dans un lieu un peu, ou au moins à l'arrière quand même, on voit des trucs. Donc, ça, c'est pas apprécié. Si un étudiant décide de mettre une photo, il faudrait mieux qu'il mette une photo professionnelle, pas de selfie et se rassurer que sa photo est vraiment assez propre, lisible, peut-être pas de chapeau, je sais pas trop. Ok, là, c'est possible, en ce qui concerne la photo. Maintenant, comme on a dit, il faudrait vraiment mettre l'accent en ce qui concerne son parcours académique. Mettre l'accent vraiment pour montrer parce que c'est un CV qui te représente devant l'université en question, devant le programme. Donc, c'est quand on regarde ton CV, c'est à travers ton CV que tu parles. Tu n'es pas forcément là au moment de la sélection des candidats. Donc, se rassurer que il y a une adéquation se rassurer qu'il y a une adéquation entre
son parcours et la formation pour laquelle on souhaite candidater. Et détailler, si possible, vraiment détailler de façon précise ses années académiques. Généralement, c'est après le bac parce que, bon, c'est généralement après le bac parce que généralement, le programme de bourse est accessible pour des formations niveau master 1 ou niveau master 2, donc du bac jusqu'au niveau actuel. Maintenant, faudrait pas hésiter en fait en fonction en fonction de la formation, détailler chaque année, par exemple, les matières phares en fait pour la formation en question. Si je prends par exemple un étudiant qui candidate pour un master déjà il candidate pour un master 1 de physique fondamentale, naturellement, en plus, s'il est déjà bon, en plus en fait des listes en fait son parcours licence 1, licence 2, licence 3, je ne sais pas trop quoi faire en physique. Il peut à chaque année, en fait, il peut dire par exemple qu'en licence 1, j'ai eu à faire un cours d'électrostatique, j'ai eu à faire un cours de mécanique du point ou un cours de mécanique du solide, oui. En licence 2, il peut dire j'ai eu à faire un cours d'électromagnétisme, j'ai eu à faire un cours de thermodynamique licence 3, etc. Faudrait pas, je ne demande pas là vraiment de citer tous les yeux, mais citer deux, max un ou deux yeux en fait qui sont forts en fait par rapport à la formation. Et comment en fait savoir les yeux forts qu'un étudiant peut citer? C'est à se voir juste sur la maquette de la formation en question. Toutes les formations en fait, en principe, toutes les universités proposent toujours des maquettes pour les formations pour lesquelles euh, ils dispensent des formations. À l'intérieur de ces maquettes, on peut observer des prérequis. Les prérequis, en fait, sont les éléments, on dirait, indispensables pour le bon déroulement de la formation. Et vraiment, c'est l'un des facteurs assez essentiels, en fait, pour le choix des candidats. Dès lors qu'il ne va pas respecter les prérequis de la formation en question, peu importe la moyenne qu'il a, même s'il a 18 de moyenne, et que déjà, côté prérequis, ça ne passe pas, il ne peut pas avoir l'admission à la formation. Donc, aller sur le site aller sur le site du master, regarder la maquette de formation et relever en fait les prérequis pour pouvoir candidater à la formation et si nécessaire les ajouter de façon un peu sommaire dans son CV pour que lorsque le responsable de formation ou la personne chargée de la sélection, il regarde ton CV, il se dit que oui, cet étudiant en fait a vraiment fait en fait ces différentes unités d'enseignement. Et aussi, j'invite les candidats à ne pas mentir sur les formations qu'ils ont fait ou pas parce que ça se retrouve facilement sur vos relevés de notes. Ça ne sert à rien de dire, par exemple, que j'ai eu à faire un TP au niveau 2 par exemple, et sur ton relevé de notes, on ne voit plus une unité d'enseignement niveau 2. On ne voit pas, en fait, un TP, en fait, sur ton relevé de notes au niveau 2. Donc, il faudrait vraiment faire attention à ça. Ce sont des trucs qui peuvent facilement être vérifiés sur ton relevé de notes. Donc, avant de mentionner que ce soit dans son CV, que ce soit dans sa lettre de motivation qu'on a eu à faire une unité d'enseignement. Rassurez-vous en fait que cette unité d'enseignement en fait se trouve effectivement dans vos relevés de notes parce que c'est ça qui justifie effectivement que vous avez eu à faire la formation en question. Donc, c'était en ce qui concerne la partie académique. Faudrait pas aussi hésiter de mettre une partie, bon, généralement, une partie expérience professionnelle ou projet n'est pas mal pour un étudiant. Mais généralement, les étudiants se plaignent en fait que, surtout pour ceux qui font des cycles de recherche, ceux qui font des masters, des licences, qui n'ont pas d'expérience professionnelle, et ils se disent par exemple qu'ils vont délaisser cette partie-là. C'est pas vraiment une partie à délaisser pour un étudiant parce que c'est vrai qu'en soi, l'étudiant n'a pas assez d'expérience professionnelle, mais durant son parcours, là, il a fait des projets, là, il a fait des TP. Ce sont des éléments aussi qui peuvent en fait peser en leur faveur en fait sur cette partie-là. Donc, un étudiant pourra mettre dans cette partie ses expériences professionnelles, son projet, ses projets en fait de groupe durant son parcours, même ses excursions. Bon, ça dépend vraiment de tout un chacun. Mais vraiment essayer de mettre un truc aussi dans cette partie-là. Et même les activités extrascolaires, ça ne doit pas forcément être un truc qui cadre avec l'école, mais c'est juste en fait de montrer que tu n'es pas juste focus sur le volet académique, mais tu es aussi focus en fait sur le volet euh, communautaire, c'est-à-dire tu as une vie active aussi
hormis en fait ta vie académique. Et ouais, ça c'est pour la partie expérience professionnelle. Et mentionner, bon, ses atouts, ses compétences, bon, sont les points aussi à ne pas manquer. Bon, ça ce sont les sous-parties aussi qui ne manquent pas dans le CV. J'ai juste voulu mettre vraiment l'accent sur la partie académique et sur la partie expérience, parce que c'est sur cette partie-là que l'étudiant a un peu tendance à hésiter. Qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je ne mets pas? C'est un peu ça. Et éviter Et les CV un peu trop longs, parce que les CV, généralement, quelqu'un te dit, fais un CV sur ils disent dans son CV ne suffit pas sur une page, mais ça peut aussi dépendre de comment est-ce que tu disposes des informations sur la page en question. Donc, il y a des modèles en fait qui te permettent de mieux repartir tes informations si tu as énormément des informations et essayer de sélectionner en fait les informations les plus pertinentes et les plus importantes par rapport à la formation. On n'est pas obligé de tout mettre aussi sur le CV, mais essayer de mettre les informations assez percutantes. Donc, c'est en ce qui concerne le CV. ok, je voudrais aussi, Maintenant, oui, vas-y, tu voulais? maintenant, on pourrait s'ajouter pour au CV les classements, les Ah notes. oui, Si ah je suis oui, les bonnes notes, je donne également les bons classements. oui, oui, je suis oublié, oui. C'est aussi un élément qui joue en ta faveur. Le fait de rappeler, c'est vrai que ça peut être lu sur ton relevé de notes, mais le fait de mentionner encore ça sur ton CV aussi, c'est aussi important. Donc, en plus de mentionner une ou deux matières, si tu as eu à être vraiment classé vraiment dans les 10 premiers de ta salle, parce que je dis 10 premiers parce que c'est un peu mieux vu. Bon, que c'est aussi compte tenu de l'effectif, parce que si tu es 11e sur 2000 candidats quand même, ça fait C'est passer. Mais c'est au beaucoup. regard vraiment oui, tout dépend vraiment de l'effectif total. En fonction de l'effectif, tu peux mentionner en fait ton rang en fait sur ton CV. Ah, Ta moyenne, ton rang, ça passe. Il faudrait d'accord, pas juste être très long. d'accord. Mhm. Donc, également, n'oubliez pas aussi de mettre un esprit social, un esprit du savoir-être. Ouais, c'est ça. Ok, et Le, le savoir-faire, bon, il y a, on dit, il y a savoir-être et savoir-faire. Le savoir, c'est vraiment ce qui est compétence, connaissance académique, savoir-être, c'est vraiment ce qu'on est en face dans une communauté en fait. Comment est-ce qu'on échange, comment est-ce que on interagit avec les autres et c'est assez important parce que la communication est très importante. On ne veut pas juste un étudiant qui est brillant, qui est dans son coin, qui est assis là. Il ne peut pas entretenir en fait une conversation, non. Il faut vraiment avoir un savoir le savoir-être est vraiment assez important. Et enfin, le savoir-faire, c'est tout ce qui est expérience, projet, discussion, etc. ok. Donc, maintenant, tu peux nous parler maintenant du projet professionnel, ton conseil. Ok. Pour bon, le projet professionnel et d'études intervient principalement dans les lettres de motivation. La lettre de motivation, je dirais, c'est le deuxième facteur, je dirais, bon, entre le premier et le deuxième facteur discriminant en fait pour sélectionner deux candidats. Si on prend deux candidats par exemple qui ont de bonnes notes, comment est-ce que je fais pour prendre tel candidat et ne pas prendre l'autre? Comment est-ce que je me justifie par rapport à ça? C'est vraiment par rapport à ses motivations. Par rapport à ses motivations parce que la motivation, je dirais même que la motivation c'est au-delà des notes. La motivation vraiment sur le critère qui va venir dire que bien que celui-ci a une bonne note, je ne peux pas le prendre par rapport à cette formation. Parce que la motivation, c'est toi qui parles à travers la motivation. Déjà, de façon générale, ce qu'il faut éviter sont des lettres de motivation génériques. Qui parle des lettres de motivation génériques sont des lettres du style, tu parles sur, que tu tapes lettres de motivation, on te donne un modèle, tu avais des pointillés, tu parles cela, tu complètes, tu complètes, tu complètes. Tu n'es pas le seul candidat qui fait ça. Il y a, quand tu fais ça, rassure-toi, il y a peut-être même 1000 autres personnes qui ont fait exactement ce que tu es en train de faire. Ils ont fait, et dont leur lettre sera textuellement identique à pour toi, juste que le nom va changer. Peut-être que les formations antécédentes vont changer, mais quand on va lire, on va se rendre compte que c'est comme un formulaire, en fait, que tu as juste
comme tu as juste complété. La lettre de motivation, en fait, se veut assez personnel par rapport au candidat en question. Donc, euh, éviter les modèles générés par les IA. Éviter les modèles générés par les IA parce que ceci aussi, associé à un autre piège dans lequel les candidats tombent. Je dirais pas qu'on va vérifier si votre lettre a été rédigée avec l'IA, mais l'IA qu'on utilise, c'est une même IA pour tout le monde. Donc, ce avec quoi tu nourris l'IA, c'est des informations qu'il te donne, il pourra donner les mêmes informations à une autre personne, donc éviter les lettres générées par l'IA. Donc, être assez personnel. Comme être personnel. Être personnel d'une lettre de, de motivation, déjà, c'est l'écrit soi-même. L'écrit soi-même. Tu peux regarder des modèles et qui ont déjà été écrits, mais partant de là, être capable d'écrire soi-même sa lettre de, de motivation. Et cette lettre ne doit pas manquer quelques parties essentielles telles que dès le départ, ta présentation, tu te présentes, tu dis ce que tu fais actuellement, tu dis ce que tu as fait antérieurement et quand là c'est de façon sommaire, c'est pas dans les détails dès le début, mais c'est juste dis vraiment actuellement, je suis l'étudiant, actuellement je fais, j'ai eu à faire et j'écris pour. Donc, ce sont un peu les questions, en fait, dès le départ qu'on doit se poser. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu as fait antérieurement? Et qu'est-ce que tu veux? Ces premiers éléments doivent être les éléments qu'on voit dès le départ sur la lettre pour que le lecteur puisse savoir effectivement celui qui est en face de lui. En lisant, il doit savoir que oui, je suis en train de lire la lettre d'un étudiant qui actuellement fait son master 1 en sciences des matériaux ou un étudiant qui actuellement fait son master 1 en je sais pas trop quoi ou actuellement il est en licence, oui. Pour qu'il puisse être en fait en lisant dans sa tête, en fait, il doit avoir de la cohérence par rapport à ce que tu dis. Parce que dès le départ, je t'ai présenté, ils sont en fait le profil qu'il a en face de lui, en fait, au fur et à mesure qu'il parcourt ta lettre. Ensuite, un élément qui ne doit pas manquer, euh, je dis un peu en termes de chronologie, hein, un élément qui ne doit pas manquer juste après, vraiment, c'est parler de son parcours antérieur et de sa formation antérieure. Parce que, et là, en fait, je vais dire, je vais dire ça. Comment est-ce que je vais dire ça? C'est vraiment cette partie-là qui atteste que tu es, tu respectes en fait les critères de formation. Parler de son parcours antérieur, c'est dire en fait que dans mes études antérieures, j'ai eu à faire ça, ça, ça. Pourquoi est-ce que j'ai eu à faire ça? Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça? Et pourquoi est-ce que ce que j'ai eu à faire antérieurement cadre avec la formation en question? Et là, encore, il n'est pas question de relater vraiment tout ce que j'ai eu à faire depuis ma licence, mais être assez précis, comme être assez précis, aller sur le site de la formation, se renseigner par rapport au profil type qui peuvent avoir l'accès à la formation en question. C'est à partir de là, toujours, c'est encore en fait avec les prérequis que tu sais en fait les unités assez pertinentes en fait que tu peux mettre dans ta lettre de motivation en fait pour attester que vraiment ce que tu as eu à faire de façon antérieure cadre avec la formation en question. Et sans toutefois oublier de justifier aussi tes choix. Parce que c'est à travers ça. Quand on se rend compte que oui, ce qu'il a vraiment eu à faire cadre avec la formation en question, là, c'est clair en fait que c'est si vraiment tu respectes ça et des autres côtés ça va, je pense pas que tu devras avoir un problème. Et après ça, maintenant, parler de son projet professionnel et de son projet, bon, en général, le projet professionnel est corrélé avec le projet d'études. C'est ton projet d'études qui définit en fait ton projet professionnel. Et j'invite vraiment aux candidats d'être assez cohérents dans leur projet professionnel, d'être assez cohérent dans la mesure où, déjà, si tu hésites sur ton projet professionnel, ce que tu peux faire, c'est tu repars encore sur la maquette de la formation. Je refais que revenir vraiment sur la maquette de formation, mais vraiment, quand tu fais une candidature,
Prends la maquette de la formation de la formation en question, tu mets devant toi, tu la lis parfaitement parce que tu dois comprendre les objectifs de la formation. Et c'est, on peut dire ça comment, c'est comme un tips pour toi de connaître les objectifs et d'orienter ta lettre de motivation. C'est vrai que faudra aussi être personnel parce qu'il faudrait pas juste mettre un projet professionnel que tu as vu dans la maquette, mais mettre un projet aussi qui te tient à cœur parce que si tu as un entretien, c'est toi qui dois être capable de justifier en fait le projet professionnel en question. Donc, se rassurer en fait si tu as déjà un projet professionnel, se rassurer en fait que le projet professionnel en question cadre avec la formation pour laquelle tu comptes candidater et te rassurer que ton projet d'étude aussi va dans la même lancée. Et te rassurer D'accord. que ton projet d'étude va dans la même lancée. Je vais prendre un exemple d'un étudiant euh, qui candidate, qui veut être enseignant chez, par exemple. Il y a deux formations qui sont presque similaires. Une proposée à l'université, l'autre proposée dans une école d'ingénieur. Là, il veut vraiment être enseignant-chercheur, travailler en laboratoire de recherche, dispenser des cours. Il s'en va candidater vers la formation qui est dispensée à l'école d'ingénieur. C'est pas trop parce qu'il voit peut-être que c'est une école d'ingé, peut-être il se dit peut-être qu'il y a plus de titres là-bas, ainsi de suite. C'est pas cohérent en fait. C'est pas cohérent parce que à la base, l'école d'ingénieur, c'est pour former en fait des ingénieurs niveau bac+5 euh, qui sont directement opérationnels après leur formation. C'est vrai, je vais pas dire en fait qu'un étudiant qui a fait une école d'ingénieur ne peut pas faire une thèse après, mais c'est juste pour dire que au moment où tu es, au moment où tu es en train de candidater, dire que tu as fait une école d'ingénieur, pourtant ton projet professionnel c'est d'être enseignant-chercheur, ça, c'est pas vraiment, je ne trouve pas ça assez pertinent. Vraiment, et surtout pour celui qui est en train de lire ta lettre. Je ne trouve pas ça assez pertinent. Comparé à, je trouve que, je ne dis pas que tu ne pourrais pas être retenu, mais tu aurais plus de chances en fait d'être retenu si tu avais candidaté en fait pour une formation genre un master qui est dispensé en fait dans une université, contrairement à une école d'ingénieur. Si tu veux être dans une école d'ingénieur, faudra au moins que ton projet professionnel cadre avec l'ingénierie. Même si tu veux faire la recherche après, c'est vrai qu'il y a des ingénieurs en recherche et développement, mais déjà, le mot phare en fait de ton projet doit être d'abord ingénieur avant un truc en fait qui complète ça. Donc, D'accord. être ingénieur, c'est la base. Et ça va aussi de pair. Un gars qui veut par exemple être un ingénieur ne pas forcément, c'est pas très pertinent de directement venir candidater pour un master. Je refuse Ben, pas il que, respecte. oui, je refuse pas qu'après un master, tu sais pas, il peut avoir un processus qui te permet d'intégrer une école d'ingénieur, mais dès la base, si tu veux être ingénieur, oriente-toi vers des écoles d'ingénierie. Si tu veux faire des trucs des formations de style recherche, oriente-toi vers des formations académiques telles que des masters. Mais je ne refuse pas que, quand tu seras dans une formation, tu pourras voir en fait, si tu veux transiter, tu peux transiter en fonction de tes compétences et de l'accessibilité à la formation qui t'intéresse. Donc, D'accord. ça, c'est pour ce qui concerne le projet d'études et le projet professionnel. Et maintenant, dans cette partie, il faut aussi montrer, l'étudiant doit montrer, en fait, c'est l'un des trucs que les étudiants euh, ont tendance à négliger, mais il faudrait montrer que tu connais la formation pour laquelle tu candidates. Il faudrait montrer que tu connais la formation pour laquelle tu candidates. Donc, ne pas éviter de mentionner, en fait, les unités d'enseignement qui te seront dispensées. Quand il dit mentionner, je ne te dis pas de partir copier tous les cours, en fait, qui sont dispensés, venir en ta lettre, mais cite une ou deux unités d'enseignement qui sont dispensées pour montrer, en fait, que là, tu connais la formation pour laquelle tu es en train de vouloir candidater. Et parce que je parle par rapport à ça parce que c'est assez pertinent lors des entretiens. Lors des entretiens, ça peut aussi t'aider, ça peut aussi jouer ta faveur parce que quand on dit, on sait que ça, c'est pas juste un étudiant qui a entendu parler du master physique fondamentale. Il sait en fait que dans le master physique fondamentale, il aura fait ça, ça, ça. Et c'est aussi ce qui aide à savoir vraiment si l'étudiant connaît ce pourquoi il candidate. Parce que généralement,
si je vais un peu plus loin lors d'un entretien de bourse, en fait, c'est pas vraiment pour... L'entretien n'est pas là. Les gens me voient un peu un entretien comme un piège ou un test. Mais l'entretien, c'est est-ce que vraiment, c'est pour savoir, est-ce que l'étudiant qui est en face de moi sait ce pour quoi il est en train de candidater? Juste pour savoir, est-ce que tu sais en fait ce que tu auras à faire durant la formation en question? Quand tu montres en fait à ton responsable dès l'avance que tu connais en fait tu connais en fait de la formation pour laquelle tu es en train de candidater, c'est déjà un plus pour toi parce qu'il sait que cet étudiant quand même c'est quelqu'un qui sait ce qu'il cherche, il sait ce qu'il veut et ça joue vraiment beaucoup en ta faveur. Oui, je pense que si tu mentionnes ça devra aller. Ne pas oublier, montrer son dynamisme, sa motivation, ses atouts. Et je pense que si tu allais à ces éléments-là, c'est une liste exhaustive, vraiment. Donc, je dis pas que une lettre doit avoir uniquement ça, mais si tu allais à déjà ça, tu es déjà au moins ça à 80% d'avoir une lettre assez parfaite. Et être précis, vraiment. Être précis. Qu'est-ce que être précis? Les gens vont te dire que je n'arrive pas à faire une lettre de moins d'une page. Il y a des astuces, vraiment. Il y a des astuces pour faire des lettres de moins d'une page. J'ai une petite, parce que tu vas voir quelqu'un, il va te dire, pour que sa lettre suffise une page, tu vas voir, il n'y a plus de marge sur sa page. C'est pas normal. Tu vois, il va forcer pour que ça suffise sur une page, peut-être en supprimant les marges. Tu vas voir, la marge, ça sera quelques millimètres. C'est à distance, en fait. On refuse pas que tu peux un peu jouer sur la marge du format. Mais vraiment, quand à distance, on se rend compte que tu as vraiment supprimé les marges du document. C'est pas ça un document conventionnel. Tu peux jouer sur la marge pour augmenter un peu la quantité de texte que ta page peut contenir, mais je ne dirais pas de complètement envahir la marge avec du texte. Hormis ça, il y a aussi le style de police que tu utilises. Généralement, on recommande une police 11 à 12 vraiment. Ne pas aller vraiment 10 déjà là, tu déranges un peu. 11 12 ça peut quand même passer. Et aussi, même, je dirais, l'éditeur que tu utilises. Parce que, je sais pas pour ceux je dirais pas qu'il y a un éditeur particulier, mais en fonction de ton éditeur, la quantité de texte qui suffit sur une page aussi, parfois, c'est un peu différent. L'éditeur et la police. Donc, c'est aussi des trucs qu'il faut regarder. Si vraiment, après tout ça, t'as l'air que je suis pas sur une page, vérifie que, euh, parfois, les programmes de bourse spécifiques, ils veulent des lettres sur une page. Si ton école demande une lettre sur une page, fais une lettre sur une page, pas plus. Mais parfois, d'autres disent une page, deux pages maximum. Si c'est ton cas et tu te rends compte vraiment que euh, tu n'arrives pas à faire moins d'une page, vas-y. Dès lors qu'on te dit que tu as droit à deux pages, vraiment, dans les cas, si c'est vraiment extrême, vas-y, fais tes deux pages et ça ira. Ça, c'était pour la lettre de motivation, oui. Et enfin, bon, pour la lettre de recommandation, comme on l'a dit, c'est la personne qui te recommande qui écrit sa lettre et ce sera à toi de déposer sur le site. Je pense bien. Ok, juste pour ajouter quelques éléments, n'hésitez pas à vanter un peu l'université et à mettre en avant le pourquoi vous voulez avoir la bourse Smart Top, Oui, c'est-à-dire oui, oui. pour financer vos études et pour réaliser vos rêves. Donc, Oui, oui. c'est un peu Faut pas, faut pas c'est un peu aussi hésiter. les petits trucs à ajouter. Et aussi dans sa lettre, quand je parle de vente maintenant, ne pas forcément discriminer l'université d'où on vient. Faudrait pas dire que tu as envie de fréquenter ici ou là parce qu'actuellement tu es vraiment dans une mauvaise condition. Non, non, non. Évitez aussi de discriminer vos universités ou vos pays d'origine. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas discriminer où tu es, tu dis que tu veux aller ailleurs et on te voit. C'est parce que dès lors que tu discrimines où tu es en train déjà de discriminer tes diplômes les diplômes en fait que tu utilises pour ta candidature. Donc, éviter ce type de motif comme motif
de vouloir une bourse. Donc, ça doit, la discrimination de ton école actuelle ou de ton pays d'origine ne doit pas être un motif pour toi pour solliciter une bourse. Ça doit juste être, comme on dirait, un plus pour toi. La bourse n'est qu'un plus pour toi pour atteindre un plus pour toi pour atteindre tes objectifs. Et il y a un truc, je sais pas, bon, attends, ça me revient pas, mais bon, continuons d'avant. Il y avait un truc à rajouter, mais peut-être que je vais rajouter ça dans la suite. Ok. Et donc, quels sont les avantages d'être boursier Smart Up? Euh, les avantages quand tu es boursier Smart Up, je pense, je dirais, sont les avantages de façon globale quand tu es boursier. Je dirais, tu payes les mêmes frais de scolarité que les étudiants euh, nationaux, en fait. Donc, vous avez exactement les mêmes frais de scolarité. Euh, après ça, il y a la possibilité d'avoir des cours réduits dans les restaurants universitaires, avoir des cours réduits. Euh, il y a une intégration quand même, quand tu es quand même assez nouveau. Le programme de bourse peut mettre à ta disposition, par exemple, il y a des personnes comme des tuteurs, en fait, qui peuvent t'aider, en fait, dans ton intégration. Je dirais, quoi d'autre? La possibilité, en fait, d'avoir accès à un logement universitaire, qui est généralement un peu, le coût du logement, là, dans les résidences universitaires sont assez basses quand même comparé au coût dans les résidences particulières. Ouais, qu'est-ce que je peux rajouter comme avantage? Hmm, ouais, c'est un peu ça. Ok. Je Et vois du pas un truc côté finance, encore. Ah, côté finance, bon, naturellement, côté finance, euh, je pense qu'actuellement, le montant de la bourse est de 10 000 euros par année académique. Je pense que ces 10 000 euros par année académique sont largement suffisants. Peu importe, parce que déjà, il faut savoir que l'université Paris-Cité est située dans la région parisienne. Quand je dis région parisienne, vraiment, dépendant de ta formation, c'est vraiment au cœur de Paris. Et la vie au cœur de Paris n'est pas la même que dans les autres zones environnantes. Donc, mais le montant que la bourse t'offre, en fait, est assez pour toi, pour que tu puisses subvenir à tes besoins, même si tu es hors d'une résidence universitaire, parce que je vais dire aussi que c'est pas, il y a énormément d'étudiants et c'est pas tous les étudiants, en fait, qui ont la possibilité d'avoir un logement à la résidence universitaire, même si tu n'as pas accès à la résidence universitaire, ce qu'on te donne, en fait, te suffit largement, en fait, pour couvrir tes besoins. Et comme je l'ai dit, le programme est accessible soit via un Master 1, soit via un Master 2. Euh, et ce qui se passe, c'est que actuellement, je parle bien toujours d'actuellement, la bourse n'est pas automatiquement renouvelable. Donc, la bourse ne se renouvelle pas automatiquement. Par exemple, un étudiant qui a un Master 1 et qui continue en Master 2. Si tu as un Master 1, durant ton master 1, on te redemande en fait si tu veux continuer à être boursier pour ta deuxième année. Si tu décides de continuer à être boursier, oui, on va te demander une liste de documents à fournir. Généralement, c'est juste, euh, tu représentes en fait tes motivations pour continuer dans le programme de bourse et généralement, on peut te demander ton relevé de notes de l'année académique en cours. Donc, si tu es vraiment boursier en master 1, je t'invite à ne pas dormir sur tes lauriers. Déjà, de ne pas dormir parce que si tu comptes, et je pense, on te dit ça dès le départ, c'est pas une surprise en fait. On te dit que si tu veux vraiment continuer que dans le programme l'année prochaine, rassure-toi de travailler dur durant cette année académique. Quand il dit travailler dur, je ne vais pas dire les standards ne pourront pas forcément être les mêmes. On va pas te dire que tu viens d'arriver, on veut que tu es issu de moyenne pour avoir la bourse l'année qui suit. Mais qui dit travailler dur, vraiment, c'est dépendant de la situation en question. Oui. Donc, c'est juste ne pas arriver et ne pas dire je suis déjà boursier, bah, le reste viendra, non. Déjà, pour avoir un renouvellement, tu l'as déjà réussi pour ta formation. Si tu échoues, c'est terminé.
Si tu échoues, c'est terminé. On ne peut pas, tu ne peux pas redoubler. Un boursier ne peut pas redoubler. On arrête en fait ta subvention. Ok, donc nous tirons déjà à la fin de cet entretien. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil pour les personnes qui sont actuellement en train de candidater? Oui, ce que je voulais dire même tout à l'heure me revient. Si j'ai un dernier conseil, si j'ai, bon, je vais pas donner un, mais je vais donner plusieurs petits conseils. C'est déjà, si l'étudiant a suivi ce qu'on a eu à faire dès le départ, c'est déjà un plus déjà pour son dossier de candidature et pour sa préparation. S'il faut rajouter un truc, c'est oser candidater parce que c'est vrai qu'on parle de bourse, ce sont des bourses avec des critères académiques, c'est-à-dire des critères d'excellence, mais oser candidater, je dirais pas peu importe ta moyenne, il y a le minimum, il y a quand même le minimum que tu dois avoir pour pouvoir candidater une bourse, mais oser candidater, c'est pas parce que tu n'as pas par exemple des 18 de moyenne, des 16 de moyenne, des 17 de moyenne que tu vas te dire non, la bourse c'est uniquement pour ceux qui sont très très forts, non. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il y a des étudiants qui sont, je vais dire, qui sont assez bien ou bien, qui ont des bourses. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, le premier atout, c'est pas forcément ta moyenne, mais la cohérence, en fait, dans ta candidature. On doit avoir en ta candidature une certaine cohérence. Si tu es cohérent, même si un étudiant qui n'est pas cohérent, en fait, dans ses projets, dans ses projets, que ce soit académique ou professionnel, il n'est pas devant toi, en fait. Toi qui es moyen et que tu es assez cohérent, tu peux facilement obtenir ta bourse. Donc, faudrait regarder ça. Faudrait regarder ça aussi. Donc, vraiment, oser candidater et le reste viendra. Comme on dit, vaudrait mieux que tu essayes et tu dis ça n'a pas marché que de rester là et dire ça ne me concerne pas. Oui. D'accord. S'il faut encore ajouter un truc, c'est au moment en fait c'est au moment bon, on a dit comment est-ce que tu fais pour choisir ta formation, mais c'est généralement il y a des étudiants qui ne savent pas pour quel niveau ils vont candidater. Est-ce que je candidate pour un master 1? Est-ce que je candidate pour un master 2? Déjà, il faut savoir que pour candidater à la bourse, c'est déjà dès le niveau licence, je pense bien que tu peux candidater. Parce qu'en licence 3, si tu es en licence 3, tu peux candidater pour un master 1 parce qu'au terme de l'année académique, tu auras ta licence et tu pourras intégrer un master 1. Maintenant, là, pour un étudiant qui est en licence, il n'a pas de problème. Il ne peut candidater que pour un master 1, par exemple. Mais je suppose qu'il y a un étudiant actuellement qui a un master 1 actuellement dans son pays. Il ne sait pas. Est-ce qu'il va encore candidater pour un master 1 ou est-ce qu'il va directement candidater pour un master 2? Et je dirais qu'il a la possibilité de faire les deux choix. S'il veut candidater pour un master 1 encore, ça passe. S'il veut candidater pour un master 2 directement, ça passe. Mais il faudrait juste euh, justifier pourquoi est-ce que je vais refaire master 1, pourquoi je vais directement en master 2. Ça se justifie pourquoi? Ça se justifie pas en fait. Bon, déjà, c'est un truc qui ne peut pas manquer lors d'un entretien. Pourquoi est-ce que tu as choisi de candidater pour un master 1 ou pour un master 2 par exemple, compte tenu de ton niveau actuel? Comment est-ce que ça peut se justifier? Ça peut se justifier sur les matières que tu as fait dans ton cursus. Si je prends par exemple un étudiant aller un peu, quitter un peu sur la physique fondamentale, prenons par exemple un étudiant qui fait électronique maintenant. Genre, euh, je prends un étudiant actuellement, on prend quelqu'un qui est un peu mulet. Il est actuellement en master 1 en fait. Il est actuellement en master 1 dans son pays. Il hésite que directement candidater pour un master 2 ou revenir faire un master 1, toujours en électronique par exemple dans sa formation. Tout se joue en fait sur les unités d'enseignement. Si tu te rends compte en fait que actuellement tu es en master 1, le master 2 en fait te demande des prérequis en fait que tu n'as pas eu à faire dans ton master 1 actuel. Évite de dire que tu vas te lancer directement pour un master 2. Donc, si ton master 1 actuel ne te donne pas les prérequis pour le master 2 pour lequel tu comptes candidater, mieux, il est préférable pour toi de candidater pour un master 1.
Et tu vas le justifier et, et tu seras assez cohérent. Et tu vas pouvoir le justifier dans ta lettre que tu décides quand à l'avenir, tu veux intégrer le master de je sais pas trop quoi. Mais pour intégrer ce master 2, il te faut des prérequis en, on va même être assez précis. Tu veux intégrer un master 2, disons disons en, en robotique ou intelligence artificielle, je sais pas trop quoi. Mais tu te rends compte que actuellement, c'est un exemple banal. Actuellement, tu ne fais pas les cours de programmation. Pourtant, on te dit que pour intégrer ce master, il te faut avoir des bases en programmation. Tu te rends compte que là, si tu candidates directement, tu vas te dire, bah, je suis en master 1, c'est mieux pour moi directement aller en master 2. Ça ne passe pas parce que tu n'as pas de bases en programmation. On va te prendre, peu importe ta moyenne que tu as jusqu'à actuellement. Mais si tu te dis Comme, que je vais revenir faire un master 1 parce que durant ce master 1, je vais acquérir des bases en programmation, là, là, c'est propre. Celui qui te lit sait que il sait pourquoi tu es revenu faire un master 1 au lieu de directement continuer en master 2. Parce qu'il sait en fait qu'il y a telles choses qui t'aideront pour ton master 1 et qui te permettront facilement d'atteindre tes objectifs pour le master 2 souhaité. C'est pour ça que lors de vos candidatures, rassurez-vous que vous connaissez à la base le master 1 et le master 2 que vous voulez faire. Il parle pour quelqu'un qui commence directement en master 1. Pour un master 2, bon, après le master 2, les orientations ne sont plus trop mitigées. Donc, rassurez-vous que vous connaissez votre parcours. Donc, ça, c'est vraiment connaître son projet d'études. Et la maquette de formation même peut déjà me te dire, en fait, les masters 2 qui sont accessibles pour toi. Donc, c'est aussi assez intéressant de regarder de ce côté. Parce que c'est à partir de là que tu pourras défendre pourquoi tu candidates pour un master 1 ou pourquoi tu candidates pour un master 2 et ainsi de suite. Je pense que hormis ça, qu'est-ce que je pourrais ajouter comme atout? Se faire relire, par exemple, par un nini, surtout se faire relire par exemple, un nini qui est passé par là, ou même pas forcément, mais prendre aussi du recul et prendre du recul et se faire relire par une personne. Parce que, en principe, quand tu écris, que ce soit ta lettre de motivation, que ce soit ton CV, quand tu t'assois et que tu dis que tu as terminé pour toi, tout est calé. Mais se faire relire par quelqu'un, c'est aussi avoir un esprit d'analyse critique par rapport à ce que tu as fait. Ça peut t'aider à, il vraiment, peut te dire pourquoi, au lieu de mettre ça, c'est plus mieux de mettre telle chose, au lieu de faire ça, tu peux rajouter ça, tu peux retirer ça. C'est aussi des atouts. Se faire relire beaucoup parce que j'ai eu à voir des candidats qui sont plaints que euh, je- il- un candidat m'a écrit en début d'année, il m'a dit l'année passée, j'ai candidaté à telle bourse, ça n'a pas donné. Mais après, je me suis rendu compte vraiment que dans ma lettre de motivation, il manquait beaucoup de trucs. Il y a certains trucs que j'ai pas mis, il y a certains éléments que j'ai pas mis en évidence. C'est parce qu'en fait, je dirais que il ne sait pas faire relire, par exemple, une autre personne pour avoir un esprit d'analyse critique, en fait, par rapport à ce qu'il a fait. C'est important aussi d'avoir un esprit extérieur par rapport à ce qu'on rédige. Et je pense que il y a des chaînes, il y a ta chaîne. Je pense que chaîne étudiant laisse un commentaire, par exemple. Je sais pas trop si vous avez la possibilité d'entrer en contact. Euh, Se faire échanger quand même, c'est assez important. C'est assez important en fait. Oui. Donc je d'accord. pense que euh, ouais, je pense que j'ai un peu fait un briefing des trucs assez importants aussi à connaître. Ok. Merci, Christian, vraiment pour ton temps et pour d'avoir partagé vraiment ton expérience avec nous. Je t'en prie. Et je souhaite bonne chance à tous ces candidats, en fait, qui ont déjà candidaté ou hésitent encore à candidater. J'ai dit, euh, osez candidater. Ok. Donc, nous tirons vraiment à la fin de cet entretien et si tu nous as suivis jusqu'au bout, je pense que tu as vraiment tous les éléments qui vont te permettre de mieux faire ton CV, de mieux faire ta lettre de motivation pour pouvoir candidater à la bourse Smart Up. Donc, vraiment, nous vous souhaitons vraiment bon courage et n'hésitez pas à vous abonner.